Bonjour à tous. Merci d'être présents pour notre webinaire pour tout savoir sur le Hacketech de l'INRIA. Aujourd'hui, nous serons en compagnie d'Amélie, Maxence, Cyril et Nicolas qui nous feront un focus sur cet appel à projet. Je vais dans un premier temps vous présenter la plateforme. Donc sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez interagir entre vous, nous remonter une information comme quoi vous n'entendez pas bien ou que vous ne pouvez pas avoir le visuel. Dans ces cas-là, on s'attellera à résoudre le problème le plus rapidement possible. Vous pouvez également vous saluer, tout comme je vais le faire à l'instant. Dans l'onglet questions, cet onglet sera utilisé à la fin de la session de présentation du projet Hacketech. Vous posez vos questions directement dans cet onglet et moi, je reviendrai à la fin de la session pour pouvoir les poser à l'ensemble de nos intervenants du jour. Je reviens sur les petits chiffres de Cap Digital pour 2020 et ensuite je céderai la parole à l'ensemble de nos intervenants. Donc, Cap Digital est un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes. Nous avons 15 ans d'ancienneté. Parmi les 1000 structures adhérentes, il y a 850 PME et start-up, 70 grands comptes, 70 EFR, donc des écoles, et 10 fonds d'investissement. Sur l'année 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 110 événements ayant regroupé 15 000 participants. Notre équipe est composée de 40 collaborateurs, donc c'est une équipe permanente, et 160 experts. Alors sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez tout à fait la possibilité de nous solliciter pour des conseils, mais également pour pouvoir vous aider à monter des dossiers de financement pour une labellisation de projet ou répondre à différents appels à projets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez ce besoin. Si vous n'êtes pas adhérent à Cap Digital, je me permettrai de mettre à votre disposition le lien avec l'ensemble des informations nécessaires pour devenir adhérent. Continuons sur les chiffres clés. Donc, la R&D, 3136 projets de R&D ont été reçus depuis 2006, dont 1719 projets ont été labellisés et 870 projets ont été financés. Pour l'accélération, 571 millions d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes, dont 81% via nos services d'accélération, de recherche et développement. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. À propos de la transformation numérique, il y a eu plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up et grands comptes en 2020 via nos différents programmes et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. J'en ai presque terminé. La dernière slide avant de laisser la parole à l'INRIA. Pour l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur l'année 2020 et 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. J'en ai terminé. Je laisse la parole à l'ensemble de nos intervenants du jour. Sachez que le replay vous sera envoyé à la fin de ce webinaire ainsi que le support de présentation. Amélie, Maxence, Cyril, Nicolas, c'est à vous. Merci Nadège pour l'introduction. Donc bonjour à tous, enchanté. Je m'appelle Cyril Caracotte, je suis chargé d'accompagnement startup au sein du centre INRIA de Lille. On va vous présenter aujourd'hui la démarche d'innovation Hacketech. Avant d'attaquer par le Hacketech, on va vous expliquer en quelques slides, on a fait très très court. En 3 slides, on va essayer de vous expliquer ce qu'est INRIA et pourquoi le Hacketech. Donc si on peut juste passer à la slide 2 suivante. Merci Amélie. Donc l'INRIA, en quelques mots, c'est l'Institut national de recherche dédié aux sciences et technologies du numérique. Ce qui est important en fait dans tout ça, c'est le sens de l'institut. L'institut, ça veut dire que c'est une implémentation nationale. On a aujourd'hui 9 localisations en France. On en viendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc le centre de Lille est un des centres INRIA de l'institut. L'Institut a un peu plus de 50 ans cette année. Le centre de Lille a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est un des derniers centres qui a été créé. Ce qui est aussi important de retenir, c'est sciences et technologies du numérique. Donc, sciences du numérique, ça sous-entend l'ensemble des approches, des modélisations mathématiques qu'on est capable de poser sur des problèmes. Et technologie du numérique, ça sous-entend le côté implémentation de ces approches, de ces familles scientifiques sur un matériel numérique quel qu'il soit. J'ai souvent tendance à vulgariser en disant globalement, c'est tout ce qui va tourner sur un PC,
sur une tablette, sur une plateforme hardware, IoT, sur un portable, sur un device connecté ou peu importe, à partir du moment où ça embarque de l'algorithmie et que c'est capable de délivrer, d'effectuer un traitement et de délivrer de la valeur. L'objectif en fait de l'Institut, c'est d'avoir un impact socio-économique. Pour faire ça, on a plusieurs biais, plusieurs canaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les partenariats stratégiques. Donc, c'est comment on collabore avec des entreprises dans différents cadres. Le deuxième, c'est la collaboration au travers de projets collaboratifs européens qui sont aujourd'hui réputés pour avoir un impact parce que c'est dans les critères de la Commission européenne. Et le troisième vecteur de cet impact socio-économique, c'est la création de startups technologiques. Il y a 1 an et demi, 2 ans, au sein de l'Institut, on a créé en fait ce qu'on appelle un startup studio, c'est-à-dire qu'on aide des porteurs de projets qui maîtrisent des actifs logiciels, donc ces familles scientifiques, ces algos, ces approches, ces modélisations, qui les maîtrisent et qui ont envie de les porter sur le marché. Donc ça rentre dans une dynamique de création de startup comme on la connaît bien aujourd'hui en France, en Europe ou à l'international. Dans ce contexte-là, en fait, on a un accord de collaboration avec BPI, justement dans le cadre du plan Deep Tech, qui a vocation à faire émerger au niveau français des potentielles licornes, comme on dit assez couramment. Et en fait, cette collaboration, elle se traduit aussi au travers de notre Startup Studio et de l'implémentation qu'on en fait. Au jour d'aujourd'hui, moi, je travaille avec le Startup Studio et donc j'accompagne localement des porteurs de projets avec un accompagnement national du Startup Studio dans leur dynamique de création d'entreprise. Et au travers de cette dynamique de création d'entreprise, on a créé l'année passée au sein du centre de Lille ce qu'on a appelé le Hackatech, qui est cette démarche d'innovation. Et en quelques mots, je ne vais pas tout de suite spoiler la présentation d'Amélie et de Maxence, mais le Hackatech, c'est une démarche d'innovation sur le long terme qui a vocation à faire émerger des projets de start-up. On va rentrer un peu plus dans le détail, donc je ne vais pas rentrer tout de suite sur l'ensemble des modalités d'émergence de ces projets de start-up. Si on peut juste passer à la slide suivante. De manière très concrète, sur le centre de Lille, on maîtrise une série de familles ou d'approches scientifiques qui vont résoudre différents problèmes ou qui s'attachent à différents sujets. Un des premiers sujets, c'est la simulation numérique. L'objet des équipes, on a 2 équipes sur Lille qui travaillent en simulation numérique. L'objet de ces équipes, en fait, c'est de modéliser des phénomènes à différentes échelles, à l'échelle microscopique et à l'échelle macro. On parle plutôt sur ces équipes de maths appliquées. C'est des équipes qui sont peut-être en fonction des sujets ou des sujets de vos entreprises, plus ou moins éloignés d'une application concrète. Mais c'est pourtant des équipes hyper importantes parce qu'en fait, c'est celles qui font émerger des technos très innovantes et qui vont être portées via différents biais sur le marché. On a une autre équipe sur Lille qui travaille sur la problématique de l'Internet des objets. Souvent, j'ai tendance à expliquer que ce n'est pas une équipe qui fait de l'IoT ou qui va développer du hardware ou qui va vous faire un soft embarqué pour votre plateforme. Elle a un sujet assez précis qui est l'auto-organisation d'une flotte de réseaux IoT. Typiquement, on a une histoire d'illustrer en termes de collaboration. On a une collaboration avec TrackSense, qui était à l'époque où on a commencé à travailler avec eux, une startup très early stage où il y avait un porteur de projet et un profil technique avec lequel on a fait ce qu'on appelle une thèse. Donc une thèse en collaboration, recherche entreprise. Le thésard a passé la moitié de son temps chez nous, la moitié de son temps dans la startup à Marseille. Aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux du suivi des containers sur les porte-containers en mer. Et l'idée, leur problématique, c'est de dire on veut développer des boîtiers, des smart containers. Et à travers ces boîtiers, ce qu'on veut, c'est pouvoir implémenter un boîtier par container et pouvoir remonter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit sa position. Est-ce qu'il a reçu des chocs? Si c'est un container réfrigéré, quelle est la température à l'intérieur, etc., etc. Et la problématique qu'ils posaient, c'était la durée de vie du capteur. Eux, leur problématique était de dire notre modèle économique n'est viable qu'à partir du moment où on est capable de garantir une autonomie et une durée de vie sur nos capteurs. Et donc, le travail qui a été fait avec l'équipe, c'est comment on auto-organise cette flotte de capteurs qui va être déployée sur l'ensemble des containers d'un porte-container. Il faut savoir qu'un porte-container, ça peut monter jusqu'à 20 ou 30 000 containers sur le porte-container. Donc, comment on fait pour que ces 20 ou 30 000 objets connectés arrivent à communiquer ensemble et permettent une remontée d'informations sans pour autant qu'on consomme la batterie de chacun des capteurs. Et c'est là où on commence à parler de protocole d'auto-organisation de réseau. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, il y a pas mal d'informations. On a des brevets en commun avec TrackSense, on a eu un prix INPI il y a 2 ans, je pense que c'était fin 2018 si je ne me trompe pas. Donc il y a pas mal de documentation publique sur le sujet. Un des autres sujets qui est traité par nos équipes sur Lille, c'est tout ce qui va être problématique d'optimisation ou de recherche opérationnelle.
Là, l'idée, c'est de manière assez concrète sur des secteurs très précis, c'est comment je fais pour optimiser la gestion de mon entrepôt par rapport à mes flux en termes d'approvisionnement et de commandes. On a une collaboration sur l'île avec l'entreprise Jules pour la réorganisation dans son entrepôt, qui est responsable du réapprovisionnement de l'ensemble des magasins de France. Et on a travaillé avec eux sur différentes approches, l'objectif étant de réduire la pénibilité du travail des opérateurs dans ces entrepôts, avec des résultats assez intéressants, à la fois en termes de gains de productivité, mais aussi de réduction des pénibilités. Globalement, quand on a cherché à optimiser la pénibilité du travail des opérateurs, on s'est retrouvé en parallèle à optimiser la production. Si j'avance sur nos équipes, on a 2 équipes, une équipe en automatique et une équipe en robotique. En automatique, de manière, si je caricature un petit peu, c'est globalement du traitement de signal. C'est comment je fais quand j'ai un capteur qui va générer, qui va graber des datas et collecter ces datas. Comment je fais pour nettoyer ce flux de données, pour en obtenir un signal qui est propre et qui est exploitable pour faire une prise de décision dessus. En robotique, le sujet est un peu plus complexe. On a une équipe qui travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui la robotique déformable. La majorité des systèmes robotisés qu'on connaît aujourd'hui sont des systèmes, ce qu'on appelle articulés rigides, qui font du mimétisme, typiquement du bras humain, c'est-à-dire souvent c'est 2 articulations avec, plutôt qu'un poignet au bout, on va se retrouver avec un préhense. Là, l'idée, c'est de dire, et si on faisait du mimétisme, pas d'un être humain, c'est-à-dire articulé rigide, mais d'animaux qui sont déformables. Et les exemples qui sont très connus dans la communauté scientifique, c'est le poulpe, c'est la trompe d'éléphant, c'est vraiment ce genre de mécanisme. Et l'équipe a réussi à implémenter au travers d'une plateforme de simulation qui s'appelle SOFA, qui est développée chez Inria dans plusieurs équipes, dans plusieurs centres. Au travers de cette plateforme, ils ont réussi à développer un système qui permet de piloter ces robots déformables. En sachant qu'en fait, quand on a une robotique articulée rigide, on va se retrouver avec un nombre de degrés de liberté qui va être plus ou moins fixe et dont l'équation est résolvable pour dire je veux déplacer mon préhenseur d'un point A à un point B. Quand on passe sur de la robotique complètement déformable, vu qu'il n'y a plus d'articulation, le champ des possibles est tellement complexe que trouver la solution devient presque impossible. Et l'équipe a réussi à trouver, via sa plateforme de simulation SOFA, une solution à cette problématique qu'on a brevetée aussi et qu'ils utilisent aujourd'hui pour développer des robots et démontrer comment ils sont capables de répondre à cette problématique de robotique déformable. Dans ce contexte-là, encore une fois, pour vous illustrer un petit peu comment on peut faire la passerelle entre ce sujet qui paraît peut-être un petit peu lointain et de manière très concrète le besoin des entreprises, on a eu, au travers de notre mécanisme INRIATech, on a collaboré avec eux pour développer ce qu'on appelle un préhenseur déformable. L'idée étant qu'on a travaillé avec une société qui s'appelle TDR, qui développe de la robotique pour différents industriels, qui voulaient manipuler typiquement de la cosmétique sur une chaîne de fabrication ou de packaging. La problématique, c'est qu'on dit habituellement, en fonction d'un objet qu'on manipule, il faut un préhenseur particulier. Et on a travaillé avec eux pour développer un préhenseur qui soit suffisamment déformable pour s'adapter à différents types d'objets au moment de la manipulation. Et donc, ne pas avoir ce besoin de remplacer le préhenseur par un autre préhenseur. Et il y a une jolie success story autour de ça parce qu'on a développé différents protos qui ont été industrialisés par l'entreprise. Et au final, au jour d'aujourd'hui, l'entreprise répond à des besoins marché à la fois avec la version industrielle, mais aussi avec le prototype. Parce que le prototype en imprimé 3D répond à certaines caractéristiques qui ne sont plus disponibles sur la version industrialisée et permet de manipuler des objets qui ont vraiment une souplesse qui n'est pas acceptable avec typiquement de la science. On en arrive au génie logiciel. Alors là, j'ai l'habitude de dire l'ensemble de nos équipes utilisent l'informatique comme un outil pour démontrer les résultats de leurs travaux, pour implémenter les algorithmes, etc. Le génie logiciel, c'est une science qui va s'intéresser à l'informatique comme l'objet de la recherche. Ça paraît un peu abstrait comme ça. Je vais juste vous donner 2 exemples assez simples sur nos équipes de génie logiciel. On a une première équipe qui développe des langages de programmation et donc des traitements, des algorithmes qui permettent d'inspecter du code. En cas d'usage, le plus facile et celui qui est le plus facile à illustrer au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a une startup qui vient de s'attaquer à ce marché-là, c'est des programmes qui permettent d'inspecter des gros systèmes d'information, typiquement dans le monde des banques, des assurances et dans le monde industriel, qui sont codés dans des langages qui sont aujourd'hui plus connus, plus maintenus, je pense à du COBOL ou ce genre de choses. Donc globalement, c'est un programme qui va inspecter un autre programme et qui va être capable d'en tirer pas mal d'informations. Quels sont les développeurs, quelles sont les dépendances, s'il y a des morceaux de code morts, ce genre de choses. Et c'est principalement utilisé au moment typiquement de rachat d'entreprise où on veut fusionner 2 SI.
ou au moment où on cherche à faire des mises à jour parce que notre SI est plus à jour, répond plus à la réglementation, et on se pose la question de quel va être l'impact de la modification de cette partie-là de code sur l'ensemble du système d'information. C'est des infos qui sont normalement disponibles uniquement au travers de l'expertise des développeurs qui ont développé ces systèmes. La majorité du temps, malheureusement, ces développeurs sont plus là, sont plus en place parce qu'ils sont partis à la retraite ou parce qu'ils ont changé d'employeur. Et donc, toute la connaissance est perdue. Eux, leur objet, c'est vraiment de proposer des outils de visualisation du système d'information qui permettent à la fois de comprendre comment il est structuré et quel peut être l'impact d'une modification, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le pérenniser, ce genre de choses. Ça, c'est un exemple de génie logiciel. Un deuxième exemple, l'autre équipe de génie logiciel qui travaille sur l'île travaille sur des algorithmes qui permettent de mesurer la consommation énergétique des logiciels. Au jour d'aujourd'hui, la consommation des data centers, la consommation électrique des data centers, c'est un vrai sujet. On sait que tout mettre dans le cloud, ça a un impact écologique assez important. Et au final, quand on mesure en termes électriques la consommation d'un serveur, on ne va pas mesurer que la consommation du logiciel qui est posé dans le cloud. On va aussi mesurer la consommation de l'OS qui fait tourner le programme, probablement la consommation des containers dans lesquels le programme va tourner, et au final, la consommation du logiciel. Mais avoir cette décomposition de savoir qu'est-ce que consomme l'OS, qu'est-ce que consomme le container et qu'est-ce que consomme le logiciel, c'est assez compliqué. Eux, ils mesurent cette consommation énergétique à travers du logiciel. Donc, encore une fois, c'est un logiciel qui va s'intéresser à l'informatique, ou une équipe qui va s'intéresser à l'informatique comme sujet de recherche. L'équipe suivante qui travaille sur l'INL, elle travaille sur des problématiques d'interaction en machine, ou interaction humain-machine, comme on dit aujourd'hui. Ils font pas mal d'expérimentations avec des corpus. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on fait pour interagir avec un logiciel. De manière assez basique, on va assimiler ça à de l'UX. C'est pas de l'UX. L'équipe est pas forcément enchantée, mais bon, souvent on fait le rapprochement entre UX et interaction de machine. Et elle va s'intéresser à ce qu'un logiciel est bien implémenté. Typiquement, est-ce que des raccourcis qui peuvent être implémentés sont faciles à découvrir, ou est-ce qu'il faut absolument lire la notice pour pouvoir les découvrir? Il y a plein de sujets autour de ça. Et le gros paquet de nos équipes est aujourd'hui rassemblé dans ce qu'on va appeler les sciences des données ou l'intelligence artificielle. Là, on va couvrir pas mal de sujets. Ça peut aller de la data science avec des approches statistiques. Parfois, on y met même aussi la recherche opérationnelle, les problématiques d'optimisation. Il y a bien évidemment l'ensemble des familles qui vont s'intéresser aux machines et au deep learning, pour traiter des cas d'usage à la fois en santé, traitement d'images pour de la détection précoce de maladies, pour s'attaquer aux problématiques de recommandation. On a eu pas mal de collaborations passées avec Criteo sur comment, à partir d'un historique de navigation d'un utilisateur, je suis capable de lui faire la reco de la meilleure publicité, celle qui aura le plus gros taux de conversion, ce genre de sujet. Au jour d'aujourd'hui, cette équipe, elle travaille beaucoup sur des problématiques en santé et en environnement. C'est quoi recommander des bonnes pratiques d'agriculture qui vont permettre quelque part de limiter les dégâts qu'on est en train de causer à la planète. Sciences des données, c'est assez large. Le scope de la statistique, il est tellement large que je pourrais vous évoquer des scénarios qui vont traiter de la génétique bovine jusqu'à des problématiques financières, en passant par j'en ai tellement en tête que je ne peux pas tous les citer, mais globalement, avec la stat, on fait énormément de choses. Et après, dans cette famille aussi, là, on va poser l'ensemble des problématiques de respect de la vie privée, système distribué. Il y a plein de sujets qui vont tourner autour de ça. Comment je fais pour développer un système qui va être respectueux de la vie privée et pour autant permettre, un des démonstrateurs qu'on a ici sur notre bâtiment, c'est le sondage distribué sur des téléphones portables. Comment je fais pour faire des sondages à une catégorie de population sans faire sortir le vote du téléphone. Donc en s'assurant que même si le canal de communication entre le téléphone et les serveurs centrales qui récupèrent les votes est hacké, parce que l'information qui sera récupérée par le hacker n'est pas le vote, mais une information biaisée. Et par contre, le serveur, lui, grâce à un système algorithmique, va être capable de faire la somme des votes et donc de donner le résultat final. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est assez rapide parce que l'objet n'est pas forcément de présenter l'ensemble des activités du centre de Lille, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ces sujets. Et pour être complet, parce qu'en fait, ce que je viens de vous présenter, c'est uniquement ce qui est traité actuellement par les équipes de recherche du centre de Lille. INRIA, comme je le disais en introduction, c'est un institut. On a aujourd'hui 9 implémentations en France. Le siège est basé dans la région parisienne, à Rocancourt. On a 2 centres à Paris, un à Paris centre et un à Saclay.
On a un centre à Lille, comme je viens de vous évoquer, on a un centre à Rennes, un à Bordeaux, un à Sophia Antipolis, un à Grenoble, à Nancy, et un petit dernier qui est en train de voir le jour à Lyon. C'est-à-dire que ce qui était considéré il y a quelque temps comme un satellite du centre de Grenoble devient aujourd'hui un centre INRIA à part entière dans la ville de Lyon. Et ça veut dire que ce que je vous présente aujourd'hui n'est pas du tout exhaustif. Vous pouvez trouver des sujets très différents, des thématiques à la fois scientifiques et des domaines d'application différents dans l'ensemble des équipes de recherche de l'ensemble des centres d'INRIA. Et pour ceux qui voudraient creuser un petit peu plus le sujet, je vous invite à consulter le site web d'INRIA. Vous avez différentes manières de faire des recherches sur nos équipes. Vous pouvez les rechercher par famille scientifique, vous pouvez les rechercher par géographie. Et il y a pas mal d'outils qui permettent d'essayer d'identifier une ou plusieurs équipes qui peuvent être cohérentes ou qui peuvent permettre de répondre à votre besoin. Encore une fois, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vais passer la main à Amélie et à Maxence pour la présentation de la démarche d'innovation à Catec. Merci beaucoup Cyril. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Amélie Boissard, je suis assistante chef de projet. Donc, je travaille surtout sur la mise en place du Hacatech et son bon fonctionnement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la démarche du Hacatech qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc le Hacatech, c'est une nouvelle démarche d'open innovation donc, qui permet d'impulser son projet de start-up deep tech. Il s'articule sur 4 grandes phases, donc de l'idéation à la structuration des projets. Et le Hacatech a surtout pour but de fédérer une centaine de participants donc lors du sprint du 54 heures qui a lieu du 25 au 27 novembre et pour travailler en fait sur la viabilité technologique et aussi business des projets sélectionnés. Alors, du coup, l'ambition du Hacatech, c'est surtout d'impulser des nouveaux projets de start-up deep tech grâce en fait aux technologies et expertises numériques d'INRIA et de ses équipes de recherche, mais également de ses partenaires académiques comme les universités, mais également celles de Lille. On a également, grâce aux idées et challenges sectoriels métiers proposés par l'écosystème, mais également par nos partenaires grands groupes. Donc c'est surtout pour des domaines d'application variés. Donc le Hacatech peut travailler sur différents domaines d'application que vous pouvez voir sur cette slide. Donc ça peut être à la fois la santé, l'énergie, la sécurité, la résilience, l'environnement, le climat, donc le transport, la culture, le divertissement, l'économie, la finance, l'alimentation et encore l'agriculture et bien d'autres encore. On ne s'arrête pas à un domaine d'application ou autre. Donc, le Hacatech, c'est quoi? C'est un accompagnement start-up, donc comme j'ai pu le dire, de l'idéation à la structuration des projets sur le plan scientifique et marché. Donc, il y a 4 grandes phases que Maxence vous expliquera davantage tout à l'heure. C'est également une démarche encadrée par des chercheurs et des scientifiques dans le domaine du numérique. Et une démarche aussi construite avec l'ensemble de l'écosystème et de ses partenaires, donc par exemple les incubateurs, parcs d'innovation, encore les écoles académiques, institutionnelles et entreprises, surtout de la région des Hauts-de-France. Et une démarche aussi long terme, puisque forcément, nous, en tout cas, le Hacatech, ce n'est pas que le sprint, c'est vraiment une démarche qui a lieu de avril 2020 jusqu'à, du coup, jusqu'à avril 2022. Et une démarche aussi, surtout d'innovation, qui est quand même dédiée à la création de startups deep tech. Nous, en tout cas, c'est le but, c'est qu'à la fin du sprint, il y a des projets du coup, de startups deep tech. Donc, on va proposer également 3 catégories de challenges pour les projets. Donc, ce sera dans la slide précédente. Donc, des challenges libres, des challenges scientifiques et des challenges partenaires. Et enfin, le Hacatech, c'est surtout 150 participants aux profils différents et complémentaires. Et donc, je vais vous détailler un peu les 4 phases du Hacatech. Donc, comme Amélie l'a dit, le Hacatech, ce n'est pas que le sprint de 54 heures, c'est 4 phases qui durent sur à peu près un an. Donc, on a commencé au début de cette année et donc le sprint est fin novembre et ensuite il y a toute la phase d'accompagnement des projets. Donc, on a commencé par une phase d'idéation dans laquelle on a proposé pas mal de webinaires, de vulgarisation de nos technos et expertise que Cyril vient de vous expliquer. Et en fait, le but, c'était de se faire approprier les technologies par les porteurs de projets ou par ceux qui pourraient être intéressés par proposer un projet pour le Hacatech ou tout simplement y participer au sein d'une équipe.
et le but de la phase d'idéation, donc, c'était un peu de faire naître ces idées et de voir comment ça pourrait matcher avec des problématiques et enfin, de faire matcher les problématiques avec les technos ou expertise INRIA. Ensuite, il y a donc la phase d'amorçage des projets, donc c'est la phase dans laquelle on est actuellement. Donc le but, ça va être donc on a lancé un appel à projet où on attend de porteurs de projets externes à INRIA, internes ou d'entreprises, de proposer des challenges pour le Hacatech qui pourraient matcher donc avec nos technos et expertise. Et ensuite, donc dans cette phase, du coup, nous, on va regarder, étudier ces projets et voir si on pourrait donc les matcher avec nos technos et en faire un projet de start-up qui est faisable techniquement et aussi côté business. Et donc, le but, ça va être de préconstituer les équipes, ou en tout cas de voir un peu quels challenges pourront être sélectionnés pour le sprint qui aura lieu en novembre. Du coup, la troisième phase, donc, c'est ce fameux sprint fin novembre. Donc, c'est un événement qui va durer 54 heures où les porteurs de projets vont travailler en équipe. On aura des participants qui vont rejoindre les porteurs pour former donc, différentes équipes selon leurs affinités, les projets sur lesquels ils veulent travailler. Et le but de ces 54 heures, c'est de valider une preuve de concept marché, une preuve de faisabilité technique sur un projet, donc répondre à ce challenge. Et à la fin, donc, on a un jury qui va décerner les différents prix pour les meilleurs projets. Et donc, ces projets lauréats ou pas forcément, enfin, c'est principalement les lauréats normalement qui pourront ensuite être accompagnés par le Startup Studio et par INRIA. Donc, le but du Hacatech, donc, c'est ensuite cet accompagnement sur le long terme par le Startup Studio, qui peut, donc, dans une première phase de 6 mois, qui peut être prolongée jusqu'à 1 an. Donc, le but, c'est de travailler en profondeur donc, sur le projet de startup pendant 6 mois avec des équipes de recherche pour la partie technique et avec nos chargés d'accompagnement startup pour l'accompagnement à la structuration de la startup et de la partie business. Et donc, d'avoir ce réel accompagnement des équipes INRIA pour structurer votre projet. Donc, c'est tout ça le Hacatech. C'est un événement sur le long terme qui dure quasiment 1 an et qui vise à créer des projets, développer des projets de start-up basés sur nos technos. Ce n'est pas simplement un hackathon, ce n'est pas un startup week-end, c'est un marathon d'innovation. Et marathon, c'est bien le mot, car c'est un événement sur le long terme. Donc, pour le Hacatech, on aura 3 catégories de challenge qui sont proposés. On a la catégorie libre, donc n'importe quel porteur de projet externe à INRIA peut venir nous voir et proposer un projet s'il a une idée de start-up ou plus ou moins aboutie qui pourrait être résolue techniquement par une de nos technos ou de nos expertises chez INRIA. Il peut venir proposer son projet, envoyer un dossier. Et nous, de notre côté, on va étudier le dossier, on va regarder si ça peut matcher avec nos équipes, on va qualifier un peu le besoin et on va regarder s'il y a des datasets suffisants, etc., pour travailler. Et donc, on verra si on retient ou non le projet pour le sprint. Ensuite, on a des challenges partenaires. Donc ça, c'est des entreprises qui sont nos partenaires pour ce Hacatech, qui proposent des challenges qui correspondent à un des besoins rencontrés dans l'entreprise, justement. Et donc pour l'instant, on a un partenaire qui est OVH Cloud, mais on est en train de conclure des partenariats avec d'autres entreprises. Donc, ils viennent proposer le challenge. Ils ont un ou plusieurs membres de l'entreprise qui viennent porter le projet le jour du sprint. Et ensuite, toute une équipe va travailler sur ce challenge pendant le sprint. Et donc, le challenge scientist, donc là, c'est un challenge interne à INRIA. Donc, c'est nos scientifiques qui, eux aussi, peuvent proposer eux-mêmes un challenge directement issu de nos équipes et qui vont travailler aussi lors du sprint sur ce sujet. Le jour du sprint, on va avoir différents types d'accompagnement des équipes. On ne va pas laisser les équipes travailler d'elles-mêmes on ne va pas les laisser se débrouiller toutes seules. On va avoir des accompagnements, que ce soit scientifiques ou innovation start-up. Donc, nos équipes de recherche, nos chercheurs, nos référents tech et ceux de nos partenaires académiques vont pouvoir venir valider l'intérêt scientifique du challenge
ou du projet. Donc, ce sera les référents tech, donc les t-shirts verts, et vont aider aussi les équipes à prendre en main nos technos, nos expertises le jour du sprint. Et on aura donc les boosters innovation, les boosters start-up, qui, eux, seront plus donc, côté business, qui vont aider les entreprises à valider le marché, enfin, aider les équipes à valider le marché, à comprendre les enjeux business des technos, à structurer le projet. Et donc, pareil, ça va être nos équipes innovation d'INRIA, mais aussi celles d'entreprises, des incubateurs partenaires. Donc là, ce sera les t-shirts orange. Donc, pour ce Hacatech, on attend différents types de profils de participants et de porteurs. On attend à la fois des profils techniques, donc les scientifiques, des doctorants, ingénieurs, post-doc, mais aussi des étudiants de 4e ou 5e année d'école d'ingénieurs et des anciens élèves d'école d'ingénieurs, des ingés, etc. Des profils entrepreneurs, donc plus côté business, donc ceux qui ont déjà une idée de start-up en création. Donc ça, c'est important. Il faut que ce soit encore un état de projet. Il ne faut pas que la start-up soit déjà créée juridiquement. Donc ça, c'est un des critères. Ça peut être aussi des intrapreneurs, donc des salariés d'une entreprise qui vont pouvoir également proposer en tant que challenge libre un projet. Et également donc, des étudiants d'écoles de commerce ou de management de l'innovation, l'entrepreneuriat, etc. Et donc aussi des profils expertise métier, donc des experts de secteurs d'activité, mais aussi donc des profils business, des profils com, etc. Donc vraiment tout un tas de profils différents pour former donc des équipes pluridisciplinaires qui est à la fois de la tech, du business, de la com, etc. dans une équipe, ce qui fait la force du projet, qui va renforcer le projet. Donc Amélie, je te laisse la parole pour faire un petit retour sur la première édition de 2020. Merci Maxence. C'est un très très bref retour puisque du coup on a voulu vous montrer donc les partenaires de la première édition. Donc les partenaires par exemple de l'écosystème, on avait l'Université de Lille, BPI France, la French Tech, Euratechnologique et encore tous ceux que vous voyez finalement sur cet écran. Les partenaires aussi stakeholders, on avait Decathlon et OVH. Et comme a pu vous le dire Maxence, on a également encore OVH cette année et d'autres partenaires qui sont encore en train de signer. Et d'autres peut-être. Nous avons aussi voulu faire un très rapide petit tour en images de l'année dernière. Et donc, je reprends la main pour reparler de l'édition de cette année. Donc, on va lire un peu les différentes technos et expertises sur lesquelles on a voulu mettre un focus cette année pour le Hacatech. Donc, la plupart de ces technos, Cyril vous les a déjà présentés tout à l'heure, mais pour rappeler les différentes thématiques, donc on aura des techno et expertise en sciences des données, donc notamment en classification, donc clustering, donc classification non supervisée, donc l'analyse de gros jeux de données, mais également en optimisation, en calcul haute performance, donc c'est ce que Cyril expliquait tout à l'heure, l'optimisation d'entrepôts de stockage, de tournée de véhicules, de design d'objets, d'architecture de bâtiments, etc. Donc ça peut s'appliquer à un grand nombre de domaines d'application. En logiciel, on aura notamment donc, la technologie Faro, donc c'est un logiciel de programmation orienté objet qui est développé entre autres par une équipe INRIA et qui permet notamment de faire du débugage à la volée, etc. Donc qui est assez puissant et assez simple d'utilisation. Et aussi, on aura un outil de migration d'interface graphique de façon automatique qui s'appelle Casino. En IoT, on aura une technologie de communication par la lumière, donc Visible Light Communication, VLC. Donc c'est la communication en utilisant les signaux lumineux au lieu d'utiliser des ondes classiques comme le Wi-Fi. Et aussi, on aura une techno de filtrage intelligent de données issues de capteurs. Donc c'est ce que Cyril vous évoquait tout à l'heure, du débruitage intelligent des capteurs, etc. En IA, on aura de tout ce qui est reinforcement learning, donc apprentissage par renforcement, deep learning, système de recommandation, mais aussi tout ce qui est donc ce sera plus un outil qu'une techno en soi, qui sera la représentation vectorielle de mots, donc Word2Vec, qui va servir notamment pour faire de l'analyse sémantique, de la reconnaissance automatique de texte, etc. En IHM, on aura donc tout ce qui est traitement de données d'entrée utilisateur, donc c'est ce que Cyril vous expliquait,
mais aussi de la compensation de latence sur des dalles tactiles. On peut avoir de la VR, de la stabilisation en réalité augmentée, en réalité virtuelle, etc. Donc tout ça, c'est dans l'IHM. Et on aura aussi de la robotique déformable, avec à la fois la partie hardware, donc le bras manipulateur et la manipulation du robot, la fabrication, la conception de robots, et aussi donc le logiciel de simulation SOFA qui est développé par l'équipe, qui va permettre de contrôler ces robots, et également avec la petite innovation qui est essayer d'intégrer de l'IA dans SOFA en faisant donc du reinforcement learning, donc l'apprentissage par renforcement, pour entraîner les robots à réaliser des actions de façon automatique. Donc l'équipe travaille aussi là-dessus. Donc il y a un peu du mix entre les différentes technos. Donc voilà en gros les technos qu'on a choisi de proposer pour le Hacatech cette année. Et elles sont toutes dispo sur le site du Hacatech, donc hacatechlille.inria.fr, où vous pouvez avoir la liste de toutes les fiches techno et en détail à quoi elles servent, les différents use cases et les différents détails techniques qui correspondent. Donc, pourquoi on a besoin de vous, entreprise? Il y a 3 moyens de travailler avec nous sur le Hacatech. Donc, tout d'abord, vous pouvez encourager vos salariés, ou si vous êtes salarié vous-même, à donc, participer au Hacatech, soit en proposant un projet au sein dans notre appel à projet, donc proposer un challenge et venir le porter le jour du sprint. Donc, nous, on va le qualifier, travailler avec vous en amont pour voir s'il est viable et s'il peut correspondre à nos technos. Et ensuite, vous pourrez travailler en équipe pendant le sprint sur ce projet, donc en tant que challenge libre. Ensuite, vous pouvez également devenir booster innovation, donc, et venir coacher les équipes lors du sprint. Donc, un petit moment pendant les 54 heures, 1 heure ou 2, vous pouvez venir faire le tour des équipes, essayer de leur donner des conseils, soit techniques, soit côté business ou innovation. Travailler avec elles, leur apporter un peu votre expertise et votre savoir-faire sur le côté business. Et enfin, vous pouvez également devenir partenaire stakeholder du Hacatech de cette édition pour pouvoir proposer vraiment un challenge partenaire en tant que tel. Mais ça, on arrive à la fin de l'appel, on va dire, à partenaire. Ça va durer jusque fin septembre. Donc, il faut être assez rapide si vous voulez devenir partenaire stakeholder et nous contacter assez rapidement si vraiment vous avez un besoin que vous estimez qui pourrait être très intéressant pour le Hacatech. On va pouvoir travailler avec vous. Donc, voilà un peu les 3 manières que vous avez pour travailler avec nous sur le Hacatech. Donc maintenant, Nicolas, qui est avec nous, va pouvoir nous faire un petit témoignage de son expérience sur le Hacatech. Il a participé à la première édition l'année passée à Lille, au sein du challenge Décathlon. Et maintenant, il est à INRIA à Rennes, accompagné par le Startup Studio, donc il est porteur de projet. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup Maxence. Pour la petite histoire pour tout le monde, à l'époque du Hacatech, donc l'année dernière, j'étais en thèse à l'INRIA à Nancy sur un sujet d'IA qui est celui que je porte aujourd'hui avec mon projet. Et j'ai participé à l'INRIA. Déjà, pourquoi j'ai voulu participer au Hacatech de l'INRIA de Lille? Bon, c'était le seul Hacatech qu'il y avait en France à l'époque. C'était la première édition et c'est eux qui ont lancé ça. Moi, j'avais une volonté entrepreneuriale depuis longtemps. J'ai toujours été intéressé par ça, même avant ma thèse. Donc, du coup, c'était une occasion pour moi de confirmer cette idée que l'entrepreneuriat m'intéressait, si je voulais aller dans cette piste-là. C'était intéressant pour moi de rencontrer des entrepreneurs, des personnes intéressées par l'entrepreneuriat comme moi, pouvoir m'identifier et pourquoi pas m'impliquer dans un projet, trouver un projet qui serait intéressant pour lequel je pourrais m'impliquer après ma thèse. Donc ça, c'était la plus grosse partie. Ensuite, pourquoi j'ai choisi Décathlon dans ce Hacatech? Il y avait plein de projets proposés par des porteurs de projets qui avaient déjà plus ou moins, qui avaient commencé le Startup Studio comme moi je suis maintenant. Il y avait des partenaires. Et en fait, sur le moment, c'est beaucoup le contact humain. J'ai été discuter avec plusieurs projets et Décathlon, c'était déjà ceux qui me semblaient, enfin dans le projet que je me suis impliqué, c'est ceux qui avaient un besoin en intelligence artificielle dont il me semblait intéressant. Le projet n'était pas totalement défini et moi, j'aimais beaucoup cette partie-là. Enfin, quand je dis pas totalement défini, il y avait un besoin identifié, mais il y avait encore pas mal de zones d'ombre sur est-ce que c'était possible, comment on pourrait le faire. Et ça, de mon point de vue recherche, doctorant, je trouvais ça très intéressant d'avoir tout ce travail d'exploration.
que certains projets avaient déjà beaucoup dégrossi. Et ensuite, le point le plus important, c'est qu'étant donné que Decathlon est un gros groupe, si le projet, c'est vraiment un projet fiable, si le projet venait à continuer, s'il y avait un vrai besoin et que derrière on pouvait créer quelque chose, il y a déjà le support d'un grand groupe qui est derrière et qui au final permet, on sait déjà qu'il y a un vrai besoin identifié. Souvent, ces grands groupes ont des concurrents ou des partenaires qui peuvent avoir des besoins similaires et qui auraient, de toute façon, c'est un partenaire privilégié qui pourrait faire un suivi, que ce soit à l'intérieur de leurs locaux, parce que certains grands groupes proposent d'accompagner des projets, ou même à l'extérieur en étant un partenaire privilégié. Donc ça, moi je trouvais que l'idée de grand groupe, c'était vraiment intéressant. Ce que ça m'a apporté, c'était vraiment une belle expérience avec un groupe dynamique et hétérogène, avec des profils qui étaient vraiment différents dans mon équipe. J'ai pu apprendre plein de contacts, que ce soit dans mon groupe ou dans tous les groupes extérieurs, même avoir une idée sur les autres projets d'INRIA. Ça m'a permis aussi de parler avec des gens qui faisaient le Startup Studio à Lille, par exemple, comme les gens qui sont à présenter à côté aujourd'hui. Donc pour moi, c'était une vraie opportunité. Et ensuite, de travailler sur toutes les parties de marché, qui, pour moi, étant doctorant, ingénieur, c'était vraiment intéressant de partir d'un besoin de quelqu'un et de voir s'il y avait vraiment une problématique derrière, s'il y avait un vrai intérêt, comment on pouvait formaliser cet intérêt. Et avec Decathlon, c'est la plupart du travail qu'on a fait pendant les 54 heures. Et c'était vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, je suis porteur de projet à Rennes. Je suis porteur de projet à Rennes sur une technologie qui s'appelle la reconnaissance de son ambiant. Le problème actuel que j'ai, c'est le fait qu'aujourd'hui, on fait des analyses acoustiques de type sonomètre. Donc, il y a beaucoup d'analyses acoustiques qui sont faites par des bureaux d'études, même par des communautés de communes ou des choses comme ça. Mais on prend jamais vraiment en compte la perception sonore. Alors qu'aujourd'hui, un oiseau qui chante peut faire autant de bruit qu'une voiture qui passe dans la rue. Sauf qu'en fait, il y en a un des deux qui est quand même beaucoup plus agréable à écouter que l'autre. Donc, le problème de gêne sonore n'est pas seulement sur le niveau sonore qui peut être égal, mais vraiment aussi sur la perception du son, sur quel type de son on entend. Donc, la technologie que j'ai développée, moi, c'est reconnaître automatiquement les sons ambiants qu'on peut écouter. Et du coup, grâce à l'identification des sons sonores, on peut avoir une idée de la gêne occasionnée si on fait des études un peu plus approfondies. Donc ça, c'est très brièvement, entre guillemets, pourquoi je fais porteur, mon projet que j'arrête. Et ce que j'ai attendu, en fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, je vais être maintenant porteur de projet dans le Hackatech de Rennes. Donc là, on est en train de parler du Hackatech de Lille. Et du coup, je peux vous donner un peu pourquoi je fais le Hackatech à Rennes. C'est pour avoir un peu, du coup, le point de vue inverse de j'étais participant, maintenant je suis porteur de projet. Et là, du coup, je cherche vraiment des intéressés pour mon projet. Moi, je suis tout seul aujourd'hui au Startup Studio, je cherche un cofondateur, donc c'est un moyen facile de faire du réseau et potentiellement trouver quelqu'un avec qui ça marche vraiment et qui serait d'accord pour me suivre sur le projet. C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer des grands groupes qui pourraient être aussi intéressés par mon projet, des potentiels partenaires, de voir s'il y a un intérêt sur des marchés que j'aurais pu ne pas penser, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment en exploration de marché. Et de rencontrer d'autres startups qui sont dans les mêmes problématiques que moi, sur lesquelles on peut s'aider sur pas mal de choses, de problématiques. Ça me permet donc du coup surtout de challenger mon idée, obtenir des nouvelles idées entre guillemets, continuer l'exploration de marché dans laquelle je suis. Donc de mon point de vue, c'est certes un investissement un peu de temps et d'investissement un peu technique. Faut fournir pas mal de choses, mais derrière le retour sur l'investissement, il est vraiment très honnête. Donc, je ne peux que conseiller. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Nicolas pour ton témoignage. Et donc, si vous voulez plus d'infos sur le Hackatech et si vous voulez candidater, proposer un projet ou tout simplement candidater en tant que participant, rendez-vous sur le site donc pour l'édition de Lille, hackathechlille.inria.fr et vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Et voilà, merci à tous de votre écoute. Et si vous avez des questions, maintenant, on va y répondre sans problème. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les quatre. Maxence, peut-être rajouter dans le chat les différents liens dont vous venez de parler à l'instant
Ouais. Comme ça permettra de cliquer directement dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On y répondra à l'oral. Ou alors c'est Maxence, parce que je vois un premier mail. Ah non, François qui est en train de taper une question. Alors, n'hésitez pas à vous présenter également dans le chat pour qu'on puisse plus ou moins cerner votre demande, adapter au mieux la réponse. Donc, François qui se demande, est-ce que d'autres labos font aussi cette expérience? Eh bien, je pense que non. Je pense qu'on est les seuls, en tout cas pour l'instant en France, à proposer vraiment ce concept de marathon d'innovation. Donc encore une fois, c'est pas du tout un hackathon comme on peut en voir maintenant un peu partout, ni un startup week-end. C'est vraiment une démarche sur le long terme où on va vraiment accompagner les projets du début jusqu'à la fin, de la structure, de l'idée de base du projet jusqu'à la structuration de la startup, donc en passant par les différentes phases qu'on a pu voir tout à l'heure, à la fois avec nos équipes de recherche, donc les profils techniques. Donc on est quand même chez Inria, on fait de la deep tech, on est à la pointe de la technologie, donc c'est une vraie richesse qu'on peut avoir. Et sur le côté business, donc on a des équipes innovation, on a le Startup Studio qui vont pouvoir proposer des tas de conseils et en plus, on a le bénéfice donc du réseau d'INRIA, de tous les partenaires qu'INRIA peut avoir, que ce soit au niveau scientifique, académique, économique, tous les pôles, les incubateurs, les pôles de compétitivité, etc. Tout le réseau qu'on peut avoir. Et donc, il y a une vraie richesse pour les porteurs de projets et un vrai accélérateur de projets. Et donc, je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, que ce genre de concept existe ailleurs pour le moment ou dans d'autres labos. Merci beaucoup. Ouais, Cyril, je vous en prie. Désolé Nadia, j'allais juste compléter la réponse de Maxence. J'aurais tendance à être un tout petit peu plus fin sur la définition de labo en fait. Le Hackathek, ça a été créé l'année passée à Lille. On a fait la première édition juste avant le Covid. On a eu beaucoup de chance. Cette année, c'est en train d'être répliqué comme ça a été expliqué à Rennes, à Sofia, et nous, on fait la deuxième édition. L'année prochaine, il y aura probablement une édition à Saclay et probablement une aussi à Nancy. Et en fait, sachant que l'ensemble des équipes la majorité des équipes INRIA des équipes de recherche INRIA sont adossées aux laboratoires de recherche dans lesquels les centres INRIA sont implantés. Si vous avez un laboratoire de recherche qui vous intéresse à Saclay, à Nancy, à Sofia, potentiellement, vous pouvez retrouver cette démarche dans le cadre du Hackathek de Saclay, de Nancy ou de Sofia. Par contre, si ce sont des équipes qui ne sont pas adossées à un centre de recherche INRIA, effectivement, c'est quelque chose qui est caractéristique à notre structure. Maxence l'a bien expliqué. On est assez orienté valorisation. Il y a un service innovation dans chaque centre. Il y a des personnes qui sont dédiées à ce type d'activité. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique à INRIA. Après, il y a plein d'acteurs qui lancent des hackathons, des formats un peu différents. Nous, le Hackathek, l'idée, c'est que ça a été largement expliqué, c'est une démarche d'innovation sur le long cours. Il y a une figure de style imposée et à la fois un avantage et un inconvénient, c'est l'utilisation de technologies INRIA qui garantit que derrière, on est capable de faire un suivi, un accompagnement, etc. Et dans cette forme-là, moi, au jour d'aujourd'hui, j'en connais pas ailleurs. Mais par contre, en fonction de comment vous définissez labo, potentiellement, oui, c'est fait dans d'autres labos, si ces labos sont adossés à un centre de recherche INRIA. C'était juste ma petite précision. Merci Cyril. Alors, on a deux questions concernant le stakeholder, une de Nathalie et de Philippe. Donc, Nathalie qui demande quel est le tarif pour être partenaire et Philippe qui dit qu'il est très intéressé par ce partenariat et il faudrait lui confirmer la démarche la plus simple pour y participer. Donc, la démarche la plus simple pour y participer et donc pour avoir les infos sur le tarif, etc., c'est de nous envoyer un mail. Tout est détaillé sur le site internet. Donc, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails maintenant, mais envoyer un mail, proposer votre dossier pour être un challenge partenaire, donc stakeholder, et on étudiera le dossier. Donc, tout est détaillé sur le site. Vous pouvez candidater et nous contacter directement pour avoir plus d'infos à ce niveau-là. Merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez également spécifier votre numéro de téléphone dans le chat pour qu'on puisse vous contacter directement.
Ou si vous préférez d'abord, dans un premier temps, qu'on vous contacte par email, il n'y a pas de souci. Par email, c'est plus simple. Au moins, on centralise tout et après, on peut répartir plus facilement entre nous selon les demandes. Les demandes, ok. Ouais. Merci. Donc, une autre question de François. Est-ce plus largement ouvert à d'autres disciplines également que l'info ou la deep tech? Chez INRIA, on est plus orienté quand même informatique et technologie. C'est vraiment numérique en général. Donc, il y a l'informatique, la deep tech, mais ça peut être aussi donc, les mathématiques appliquées, etc. Mais on ne va pas aller plus loin que le numérique et la deep tech pour INRIA. Merci Maxence. Une autre question, vous voulez peut-être la lire? Est-il pertinent pour une start-up PME de participer et proposer un projet? Pour une start-up, non, ce n'est pas le but parce que justement, le but, c'est de faire transformer un projet en projet de start-up et pour ensuite, à la fin de l'accompagnement, pourquoi pas créer la start-up. Mais pour une start-up déjà créée, ce n'est pas pertinent. Pour une PME, pour faire pourquoi pas de l'intrapreneuriat et donc qu'un salarié de la PME propose un challenge ou en tant que partenaire stakeholder, si vraiment le projet est pertinent, oui, ça peut être pertinent de proposer un dossier. Alors, concernant la propriété intellectuelle, je ne sais pas, Cyril, si tu peux prendre la main. Oui, tout à fait. Concernant la propriété intellectuelle, en fait, tout ce qui va être développé dans le cadre du sprint en tant que tel, l'API n'est pas la propriété du partenaire. En fait, l'idée du sprint, c'est de démontrer la faisabilité technologique et l'adéquation avec le marché. Donc, par faisabilité technologique, c'est faire quelques tests sur un dataset qui est fourni par l'entreprise pour vérifier qu'un ou plusieurs actifs logiciels INRIA, donc des programmes qu'on a déjà développés, sont en mesure de répondre aux besoins. Et en fait, techniquement, si on pouvait, sur 2 jours et demi, répondre à votre besoin, je pense que dans ces cas-là, c'est qu'il y a un problème dans la qualification de ce qu'on appelle challenge. Donc, l'idée, c'est vraiment uniquement de démontrer que algorithmiquement, on est capable d'apporter un début de solution. Et la valeur ajoutée, en fait, du Hacatech, elle se constitue après. C'est-à-dire que si vous êtes dans les lauréats, on va vous faire un accompagnement pour que les personnes qui ont réussi à démontrer qu'avec telle et telle brique, on est capable de commencer à avoir le bout de votre réponse, on puisse les amener à répondre complètement au sujet. Et normalement, ce qui est développé dans le cadre du Hacatech tombe plutôt en mode open source. C'est une dynamique assez commune dans la communauté scientifique. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de trouver, du moins, si on est capable, si des participants, je veux dire lambda, sont capables en 2 jours et demi de trouver la solution avec un actif logiciel qui sort de chez nous, c'est que votre problématique, elle n'est pas si problématique que ça. L'idée, c'est plus de démontrer qu'il y a un potentiel technologique, du moins, qu'il y a une technologie ou un actif logiciel qui est capable de répondre à votre besoin si on va jusqu'au bout de la démarche. Mais c'est pour ça que le côté pays tombe de ce qui est fait dans le sprint, ça tombe côté open source. Par contre, tout ce qui est développé après, en termes d'accompagnement de projet, là, ça se discute entre les porteurs et l'entreprise partenaire. Merci beaucoup Maxence, merci Cyril. Alors, si d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement. Je vais avancer un petit peu sur la présentation de nos prochains événements. Donc, notre prochain événement aura lieu le jeudi 23 septembre 2021, 10h. Donc, c'est la présentation du livre blanc de Fine Voice. Je prends un peu de temps pour vous expliquer qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez tout à fait la possibilité de rentrer en contact avec moi-même pour me soumettre votre livre blanc afin qu'on puisse étudier ensemble la possibilité de le mettre en visibilité, une fois encore, en visibilité auprès de notre écosystème. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir rédiger un livre blanc pour qu'on puisse étudier ensemble cette possibilité. Donc, je vous mets dans le chat le lien pour pouvoir vous inscrire à cet événement si celui-ci vous intéresse. Je vais faire un focus un peu plus important sur le New Shopping Experience 2021. Où nous allons programmer très prochainement une série de webinaires de présentation des 5 lauréats. Alors, je change juste. Voilà. Donc, le Tour des innovations 2021 en web série, participer à la présentation d'avant-première des 5 projets sélectionnés par les grands anciens sponsors. Donc, grands anciens sponsors qui sont Mobivia, Cora, Les Mousquetaires, Leroy Merlin, Kids et Kiabi. Et nos lauréats sont Memoracar, Cast, Sublissime, Kineosoft et Rodeo.
Je vous mettrai dans le chat également la possibilité de télécharger le lien vers le livret de présentation, ainsi que le lien vous permettant de vous inscrire directement à l'ensemble des présentations de ces innovations. Sachez que ces 5 lauréats seront présents au Connect Lille. Hop, je fais un tout petit focus. Au Connect Lille, donc c'est un événement incontournable du nord de la France concernant le retail. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, pour vous y inscrire en tant que visiteur. Donc, c'est à destination des dirigeants du retail et acteurs technologiques, hein, bien évidemment. Et puis, pour la fin de l'année, une trilogie sur le paiement. Donc, à la découverte du paiement du futur. Le premier événement sur cette trilogie aura lieu au mois d'octobre, suivi de novembre et suivi de décembre. Donc, la même chose, je vais vous mettre les liens pour vous y inscrire. Sachez que vous avez de toute façon, en tout début de chat, un lien vous permettant d'accéder à l'ensemble de la programmation de Cap Digital. Donc, vous avez la possibilité de retrouver l'ensemble de tous ces liens. Voilà. Le Become by Cap Digital est composé de toutes ces personnes qui s'affichent à votre écran, donc de Bruno, Pierre qui sont responsables de projet, et Mélanie et moi-même, donc Mélanie qui est en charge de toute la comptabilité et de l'administratif, et moi de la communication. Si vous avez besoin, pour n'importe quelle question que ce soit, vous avez tout à fait le droit de nous envoyer un mail ou nous contacter directement par téléphone. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions dans le chat, donc vous avez été très clairs, c'est parfait. Amélie, Maxence, Cyril, Nicolas, merci pour tout, pour cette organisation, cette présentation. Merci à vous. Merci à l'ensemble de nos participants pour leurs questions et pour leur intérêt à votre projet. Et il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Merci Nadège, bon après-midi. Au revoir.